Yippee-ki-yay, motherfucker. Et non seulement t'es vulgaire, mais t'es ordinaire en plus. Dick Laurent is dead. Bonjour et bienvenue dans Transmission, la table ronde cinéphile qui fait le grand écart entre cinéma d'auteur et pop culture, ici réunis dans un format un peu particulier puisque nous sommes que deux ce soir pour débattre de l'actu ciné. Julien et Olivier ayant d'autres engagements, on les retrouvera très bientôt, mais je suis quand même bien entouré puisque j'ai avec moi Lucien Alphand. Salut Manu. Salut Lucien. Et donc, puisque notre cher Olivier n'est pas là pour assurer la présentation de cet épisode, j'assure l'intérim pour parler de deux films qui ont retenu notre attention en cette fin novembre. On va donc parler du film fantastique français Vincent doit mourir, premier long de Stéphane Castan, et le déjà tant commenté Napoléon de Sir Ridley Scott. Alors, sans plus tarder, on va commencer par Vincent doit mourir. Ça fait combien de temps pour toi que des gens veulent te tuer? Prends-toi un chien, très important un chien. T'es livré à toi-même, son pitot, c'est trop dangereux. Personne peut t'aider. Tu t'appelles comment? Vincent. Je sais pas si tu te souviens, mais tu m'as agressé hier soir. T'as pas l'impression, toi, des fois, que le monde entier t'en veut? Ouais, ça m'arrive, ouais. Alors, Vincent doit mourir, c'est le premier long de Stéphane Castan, comédien de théâtre et dramaturge, passé auparavant par la case court-métrage et qui ici adapte un scénario de Mathieu Nart, développé lors des résidences de cinéma de genre de la revue SoFilm. Vincent doit mourir, c'est l'histoire de Vincent, graphiste dans une petite agence lyonnaise, qui se fait agresser brutalement et sans explication par un stagiaire et le comptable de sa boîte, puis par de parfaits inconnus. Vincent est interprété par Karim Leclou, qu'on a pu voir dans Le Monde est à toi, de Romain Gavras, Goutte d'or de Clément Cogitore, et enfin le très bas du front Bac Nord de Cédric Jiménez. Et à ses côtés, on retrouve l'actrice circassienne Vimala Ponce, que l'on connaît ici pour La fille du 14 juillet et La loi de la jungle, ou Les garçons sauvages et After Blue. La photo du film est signée par le talentueux Manu Vitakos, chef opérateur des films du duo Kate Forzani, des derniers Fabrice Duels, ou encore de François Ozon ou de Nicolas Boukrieff. Et donc, c'est Lucien qui va commencer sur Vincent. Ben oui, alors moi j'ai découvert le film peut-être de la meilleure manière qui soit, c'est-à-dire que je n'avais aucune idée de ce qu'allait raconter le film. À part le fait que je te l'avais teasé, je t'avais fait forcing pour le voir, quoi. Oui, j'avais entendu que le film était intéressant. Il y avait un casting qui m'intéressait. Karim Leclou, je trouvais était un acteur plutôt intéressant. Vimala Ponce, on l'aime beaucoup ici. Je trouve que c'est une actrice capable de faire des choses assez dingues et dans bien des registres différents. Stéphane Castan, j'avais déjà vu passer son nom dans des festivals de courts-métrages, des choses comme ça, mais j'avais jamais rien vu de lui. Et je pense que le pitch un peu conceptuel du film aurait pu me rebuter. Je pense que si j'avais été spectateur neutre et libre de mes faits et gestes, peut-être que je ne me serais pas rué sur le film. Mais peut-être pour dire quelque chose, pour recontextualiser un peu les choses, c'est que le cinéma de genre en France, le cinéma de genre en plus c'est un mot assez valise puisque ça désigne principalement le cinéma d'horreur et fantastique français. Et il y a eu plusieurs vagues de production dans les années 90 et dans les années 2000 avec les B-movies de Fidélité Production et les French Frayeurs développés par Canal+. Et grosso modo, à part des films on va dire de fanboy pour être gentil, il y a peu de cinéastes qui ont émergé. Il y a quand même eu des Eric Valette avec Maléfique. Il y aura eu dans cette période-là, mais bon, ça n'a pas fait partie de ces vagues de production, mais on aura eu Haute Tension d'Alexandre Aja. Plus proche de chez nous, il y a eu Le Calvaire de Fabrice Duel, mais on ne peut pas dire qu'on ait vraiment été satisfait de ce mouvement de genre. C'est cette volonté de production qui a eu un moment de cinéma de genre qui n'a pas forcément abouti à quelque chose de concluant. Et là, depuis quelques années, on a l'effet inverse avec le CNC qui s'est emparé de la question du cinéma de genre avec une commission spéciale de financement du CNC. Et là, pour le coup, on a un peu un cinéma d'auteur très, très français qui un peu vampirise le cinéma de genre. Et donc, c'est vrai que quand on va voir Vincent doit mourir, on y va aussi avec un peu d'appréhension, je pense. L'appréhension des dernières productions du genre, comme tu viens de le dire, qu'on a pu se fader, dont on évite de parler en général ici. On le fait quand ça nous semble être un passage obligé, si on veut un peu sentir le pouls de ce type de cinéma. Mais bon, voilà, le fait est que moi, je ne savais même pas à quel point le film serait engagé sur le terrain du genre, comme on dit. Et je pense que ça a facilité
mon intégration dans le film de manière extrêmement rapide. C'est-à-dire qu'après quelques minutes, j'étais pris dans le film parce que voilà, quand on voit un certain nombre de films, quand on les analyse, etc., il y a quand même un moment où on se forge un œil, un esprit qui permet de régulièrement pouvoir un peu décortiquer les films, voire avoir parfois un peu un temps d'avance sur eux. Ici, moi, j'en étais absolument incapable, mais de la minute 1 à la minute 100, je sais pas exactement combien de temps dure le film, mais je dirais 1h45, 1h50, quelque chose comme ça. C'est un film on parle de genre depuis tout à l'heure, mais c'est un film qui n'est pas que un film de genre. C'est en effet, à la fois, il y a un postulat un peu fantastique, un peu presque horreur aussi. Il y a de l'action, c'est extrêmement drôle. Il y a un fond de comédie romantique qui marche extrêmement bien, et tout ça s'imbrique de manière extrêmement fluide. Sans jamais qu'on le questionne, sans jamais que ce soit une question en fait. C'est vraiment ça. Sans jamais qu'on se dise « Ah tiens, on est en train de regarder un film, une comédie romantique teintée de genre, assez comique. » Non, en fait, tout ça est d'une fluidité complètement dingue. Et je pense que c'est la force du film. Oui, je pense effectivement, pour revenir sur un film dont on avait parlé assez récemment, qui était Le règne animal, je trouve que justement, dans Vincent doit mourir, dans sa proposition de film fantastique qui s'intègre vraiment dans un contexte réaliste, avec une volonté de pas forcément expliquer le pourquoi du comment de la menace. Là, à contrario du film de Caillé, il te pose clairement les règles, il joue de ton appréhension du genre, de tes attentes, et effectivement, il va t'amener là où tu t'attends pas du tout à aller, avec aussi cette idée très belle qui est au cœur du point du départ du film, avec cette idée de contamination ou de passage à l'acte qui a lieu quand on a un contact visuel avec une autre personne. Et ce thème du regard, il le limite pas à son pitch, il le développe tout au long du film, jusqu'à ce qui est pour moi peut-être un des plus beaux pans du cinéma français de ces dernières années. À la toute fin du film, on va pas spoiler, mais ce moment où il y a une sorte d'inversion du binôme central formé par Karim Leclou et Vima Laponce. Et c'est là que je trouve que justement, tu vois que tu es face à un mec brillant, parce qu'à partir de ce postulat de genre, qui pourrait paraître très référencé, on pense à L'invasion des profanateurs de sépultures ou tout un pan du cinéma paranoïaque des années 70, mais en fait, il traite vraiment de cette thématique tout du long. Et en fait, ce thème du regard, il est décliné jusque dans ce rapport amoureux entre le personnage de Karim Leclou et de Vima Laponce, sur cette manière de se regarder dans un couple, avec ce couple un petit peu bigarré qui forme tous les deux. Et je parlais tout à l'heure de cet ancrage réaliste, ou du moins cet équilibre entre fantastique et réalisme. Cet ancrage, il tient beaucoup dans son casting. Karim Leclou, il a justement un physique extrêmement particulier qui fait qu'il peut avoir un visage totalement impassible, voire glacial, menaçant, et l'instant d'après tu retrouves presque un gars enfantin en fait. Et tout ça, c'est aussi quelque chose qu'on retrouve dans la photo très brute et très cinégénique de Manu Dacos, dans sa manière de s'emparer de lieux pas forcément très sexy du quotidien, que ce soit des parkings de grande surface, de restos-routes, de bars, tout en leur offrant une dimension purement cinématographique qui fait écho à tout un pan du cinéma auquel le film se réfère. Et pour revenir sur le casting, cet équilibre entre cet ancrage réaliste et cette proposition fantastique, il tient pas seulement à Leclou et Vima Laponce, mais à tous ces seconds rôles qui sont partie prenante de tout cet univers de cette en fait drôlerie que développe le film, ce rapport au monde assez biaisé, ou du moins qui fait d'inversion des rôles. Je pense notamment au tout début du film, quand le personnage qui s'est fait agresser de Vincent est confronté à un flic, et les rôles sont quasiment inversés. C'est l'agressé et non pas l'agresseur qui doit se justifier de ce qui s'est passé. Et le film joue beaucoup de cette idée d'inversion des rôles qui fait beaucoup sens dans la société actuelle. Non, tout à fait, mais c'est un film qui est extrêmement malin, en effet, dans son traitement thématique de toutes ces choses, et qui les ancre dans son récit. Enfin, tu viens d'en parler très justement. Pour revenir sur le casting de manière générale, et particulièrement sur ce couple, qui est vraiment un très beau couple de cinéma, ce qui est très beau dans le film, de manière générale, et qui est à nouveau un point qui est extrêmement finement traité dans le film, mais c'est que ce couple, il naît aussi de sa mise à l'écart. Ce sont deux personnages qui sont totalement mis à l'écart de leur propre vie, en fait, d'une certaine manière, et de la société par corollaire, et qui vont se retrouver dans cet écart-là. Et en fait, le film, à partir d'un certain moment, à partir de leur rencontre, ne fait que mettre en valeur ce pas de côté que fait ce couple, et c'est très beau dans tous les sens du terme. Et ce qui me relance sur quelque chose dont j'ai déjà parlé et sur lequel tu es revenu aussi, mais c'est que ce mélange des genres, il n'est pas, je veux dire, consécutif. C'est-à-dire que c'est vraiment, il y a des scènes qui sont à la fois horrifiques, extrêmement drôles, et qui ont une potentielle tension émotionnelle, je dirais, tout ça à la fois. Alors, c'est assez dingue, mais enfin, voilà, c'est un couple
ils sont soumis aux mêmes règles que tous les autres personnes avec le personnage de Karim Leclou dans un premier temps, à savoir, comme tu le disais, que dès qu'il a un contact oculaire, je veux dire, un regard avec quelqu'un, peut-être ou peut-être pas, mais la personne va avoir envie de le tuer, c'est littéralement ça, et y compris la femme avec laquelle il est en train de créer une relation. Ça donne des scènes qui sont vraiment à la fois extrêmement comiques, mais extrêmement poétiques, et d'une justesse sur ce que peut être une relation absolument dingue. Pour exemple, le lendemain de la première agression entre elle et Karim Leclou, la scène est très très belle en fait, tu vois, parce qu'elle elle est dans une tension de se dire mais sur quel type je suis tombé, parce qu'il y a quasiment une inversion à ce moment-là pour elle de cette charge de violence, et c'est plutôt lui qui est en mode apaisé. Il joue de cet aspect comique, mais qui est finement amené, parce qu'il t'est vu par le prisme de la sensibilité de Willem Alaponce à ce moment-là, et toi tu as vécu la situation à côté de Karim Leclou auparavant, et donc tu as un peu toutes les cartes en main. Il le joue très, très finement sur cet axe émotionnel, et aussi il arrive à digérer ses influences. C'est un film, on voit ses références, ses influences, mais chaque fois elles sont redigérées. Je vais par exemple en citer une tout bêtement, une peut-être des plus évidentes. Il y a une référence très explicite à L'Antre de la folie de John Carpenter. À un moment, le personnage est dans un bar avec un date Tinder, et de l'autre côté de la vitre, il va jeter un regard à un clochard au milieu de la rue qui tout d'un coup va le fixer et va se diriger vers lui. C'est une scène qui fait clairement écho à une scène qu'on a dans L'Antre de la folie de John Carpenter. Donc, je ne sais pas si on peut spoiler clairement cet aspect-là, mais le personnage disparaît du champ assez brutalement. Et là aussi, ça rejoint cette idée d'invisibilité du regard aussi. C'est ça qui est très fort, c'est que en fait, elle n'est pas gratuite cette scène. Il construit quelque chose qui s'ancre dans toute la thématique et la dynamique de son récit. Et c'est un exemple C'est la parmi tant politique d'autres. du regard, quoi. Mais oui, alors bon, t'as ouvert plein d'autres pistes, mais en effet, il y a le travail sur le regard que fait Castan à travers sa mise en scène est brillant. Mais puisque tu citais Carpenter, visiblement, ce réalisateur est assez fan de... Enfin bon, comment le lui reprocher, mais t'es assez fan de Big John. Il y a une autre scène qui montre à nouveau la manière dont on peut appréhender des références, dont on peut les faire siennes, et comment on les appréhende, hein, littéralement. Il y a une scène qui fait pour moi assez directement référence à une scène culte de They Live, dans laquelle 2 des 3 personnages principaux se mettent sur la gueule de manière extrêmement longue. Et Castan, il se demande comment il peut reprendre cette scène-là. Ce qui faisait la scène de Carpenter, c'était sa longueur. C'est ça qui, à la fois, en faisait sa singularité, mais aussi portait tout le sens que Carpenter met dans cette scène-là. Si elle est plus courte, elle ne fonctionne pas, elle n'a plus de sens. Lui, il ne la fait pas aussi longue. Par contre, et ça, de manière générale, c'est quelque chose qu'on ressent fort dans son film, c'est qu'il n'a pas peur, quoi. Il n'a pas peur. À nouveau, je reviens là-dessus, mais pour un film français de genre, il n'a pas peur et un premier film, il n'a pas peur, il y va les 2 pieds en avant, hein. C'est une scène de baston c'est pas un énorme spoil, mais scène de baston dans une fosse septique avec tout ce que ça implique. Alors c'est vraiment très drôle, c'est absolument ignoble à regarder. Il y a vraiment et ça y va pas avec le dos de la cuillère, quoi. Moi, enfin, c'est à peu près tout ce qu'on pourrait attendre sur le papier d'une scène comme ça dans un film de cette envergure-là. Oui, et puis moi le film auquel ça m'a fait le plus penser, alors que il est très éloigné dans l'histoire qu'il raconte, etc. Mais c'est justement au Calvaire de Fabrice Drouet. Parce que pour moi, j'y vois vraiment un auteur qui travaille des thématiques très personnelles au travers du prisme du cinéma de genre. Et si on devrait être complet sur le film, moi, le petit bémol que j'aurais sur ce premier film, c'est qu'il a une mise en scène qui travaille beaucoup en aplat, avec de longues focales. Et donc, c'est vrai qu'à des moments, on est plus dans une logique de surgissement que de tension. Et par moments, cette thématique du regard et de qui regarde qui est un peu flottante, à mon sens, dans la mise en scène. C'est pas dommageable, mais c'est peut-être le petit bémol que j'ai eu par moment de me dire peut-être qu'il lui manque ça pour bâtir une plus grosse mise en tension sur le moment du surgissement, quoi. Je suis assez d'accord avec toi, et j'imagine que tu fais surtout référence à la dernière partie du film, qui pourrait être intégrée autrement dans le cadre, je veux dire, et dans la mise en scène. Mais je pense que justement ce côté
Cette mise en scène en aplat, comme tu dis, à certains moments est utilisée de manière assez maligne dans en tout cas tout ce qui est comique. Il utilise justement le hors-champ et ce genre de choses plutôt en aplat, comme tu dis. Mais quelle proposition, quoi. Ouais, et puis il y a une tendance des fois en tant que fan de cinéma de genre à chercher à élever un peu plus le film que ce qu'il n'est. Là, je pense que c'est pas le cas. C'est vraiment un très bon film, tout simplement, quoi. Absolument. Donc voilà, je crois on a fait le tour de Vincent doit mourir. Donc on va passer tout de suite au film de Sir Ridley Scott. General, we are discovered. Good. Wait! Nice! It's a trap! Retreat! I'm not built like other men. Alors, comme il se plaît à le dire en interview, Napoléon est un des 4 films réalisés par Ridley Scott pendant que Scorsese tournait Killer of the Flower Moon. Alors, au-delà de cette déclaration à l'ego très napoléonien, Napoléon est, comme son nom l'indique, un biopic sur la vie de Napoléon qui débute donc le 16 octobre 1793 avec la décapitation de Marie-Antoinette et se termine le 5 mai 1821 par la mort de l'empereur à Sainte-Hélène. Le film s'articule principalement autour de la relation entre l'empereur et Joséphine de Beauharnais, la première femme de Bonaparte. Napoléon est interprété par Joaquin Phoenix. On va l'appeler Joaquin, ici, qu'on ne présente plus. Vanessa Kirby, qu'on a vu récemment dans le dernier Mission Impossible. On retrouve aussi au casting une flopée d'acteurs français et britanniques, au rang desquels Tahar Rahim ou Rupert Everett, l'éternel Dylan Dog de La Morte della More de Michele Soavi, qui joue ici le duc de Wellington. Le scénario est signé David Scarpa, déjà scénariste de Tout l'argent du monde pour Ridley Scott, mais aussi du remake tout moisi du chef-d'œuvre de Robert Wise, Le jour où la Terre s'arrêta, et qui nous prépare déjà un Gladiator 2. La photo est signée de Darius Wolski, chef opérateur attitré de Ridley Scott depuis Prometheus, mais aussi chef op du Sicario de Stefano Solima, de Dark City et de USS Alabama du regretté Tony Scott. Le film est sorti le 22 novembre en Belgique, aux États-Unis, en France et au Royaume-Uni, et sortira sur Apple TV dans une version longue fin 2023. Alors c'est moi qui vais commencer sur le film, tout simplement parce que Lucien, en bon sujet de Sa Majesté le Roi des Belges, n'a pas pris le temps de voir le biopic de Napoléon, alors même qu'il est plutôt le Ridleyophile, on va dire, de l'équipe. Surtout un défenseur de Tony. Moi. Mais ça, on l'est tous les deux. Pour tout dire, moi j'y allais un petit peu à reculons parce que ça fait en fait bien 20 ans que j'attends plus grand chose du cinéma de Ridley Scott depuis Gladiator, qui avait été déjà pour moi une séance assez douloureuse parce que j'avais acté en fait sur grand écran que le grand formaliste qu'avait été Ridley Scott, cet inventeur de forme qu'il avait été sur ses premiers films, Les Duellistes, Alien, Blade Runner et Légende, était pour moi désormais un cinéaste en retard, qui empruntait à la mode du moment, le filmage des scènes de combat repompées sur le soldat Ryan, les scènes de rêve dans les champs de blé dignes d'une pub Barriade telle qu'il les filmait à l'époque, mais aussi ces séquences d'hallucination en lévitation au-dessus du sol qu'on avait déjà vu 4 ans auparavant chez Danny Boyle dans Trainspotting. Donc voilà, j'y suis allé un petit peu à reculons, et c'est peut-être un des Ridley Scott que je trouve le moins pénible de ces dernières années. J'y ai même trouvé une forme d'intérêt parce qu'il y a une certaine constance en fait dans les thématiques de Ridley Scott. C'est assez marrant de voir justement toute une presse, toute la fachosphère française s'indigner de la mise en avant de Joséphine de Beauharnais au détriment de Napoléon dans le film, comme si on découvrait que Ridley Scott avait souvent adopté un point de vue féminin dans ses films. Ça montre l'incurie de ces gens-là. Et tout simplement aussi qu'en tant que réalisateur anglais, il n'a pas une déférence vis-à-vis de la statue du commandeur qu'est Napoléon, qu'ont les Français, ou une certaine partie des Français, parce que je ne suis pas sûr que tous les Français aient cette idée de grandeur de Napoléon telle que le grand roman national nous l'a décrit. Donc effectivement, c'est un film qui rentre plutôt dans l'art du personnage. Et je trouve que c'est plutôt bienvenu, en tout cas c'est cohérent avec tout ce qu'a fait Ridley Scott auparavant. Au rang des scories, de cette idée de problématique sur la forme, il tient à la méthodologie de Ridley Scott qui est, effectivement, s'il tourne 4 films pendant que Scorsese en tourne un, même si c'est pas vrai, parce que là encore, c'est aussi les grandes déclarations de Ridley Scott en interview et son ego qui parle, mais ça tient aussi dans son modèle de production. Il tourne beaucoup, il tourne énormément de caméras, et pas uniquement sur les scènes de bataille, parce que là, je crois qu'il a tourné à
11 caméras sur les scènes de bataille, mais dans la production hollywoodienne, c'est pas si aberrant que ça, entre guillemets. Mais c'est surtout qu'en fait, ça nivelle par le bas, en fait, toute la lumière de son film. C'est parce que pour un chef-op, éclairé sur 11 caméras, pour avoir des partis pris radicaux de mise de lumière, c'est compliqué. Donc c'est un film extrêmement terne. Pour caricaturer, tu as l'impression qu'entre la mort de Marie-Antoinette et la mort de Napoléon, il fait moche et il pleut sur toute l'Europe à ce moment-là. Alors c'est peut-être son point de vue anglais pour le coup, hein, mais j'en sais rien. Mais ça, c'est le problème du film. En revanche, j'ai beaucoup entendu gloser, même avant la sortie du film, entre la version télé annoncée, je crois, de plus de 4 heures du film et cette version en salle de 2h30 sur le grand chef-d'œuvre qui serait caché dans cette version longue. Moi, j'ai pas beaucoup de problème avec cette version de 2h30. Je trouve qu'elle tient assez bien, tout simplement parce qu'il y a ce parti pris de raconter toute l'ascension et la chute de Napoléon au travers de sa relation avec Joséphine de Beauharnais. Donc, en fait, je trouve qu'il y a une certaine cohérence. Alors après, ça se fait souvent avec toute la finesse d'un Ridley Scott, qui est quand même un gros bourrin sur plein d'aspects. L'alchimie entre Vanessa Kirby et Joaquin Phoenix n'est pas forcément parfaite tout le temps. Il y a tout simplement parce que souvent des scènes sont tellement grossières en fait dans leurs relations sentimentales ou dans leur pure relation au lit qui se limite à de fait de savoir que Napoléon aimait beaucoup la levrette. C'est assez caricatural. Au vu de la bande-annonce, avec ce super beau score qu'adore Lucien, je m'attendais vraiment à un côté très nanardeux et un Joaquin Phoenix en roue libre total. Là, voilà, il est plutôt dans le mode... il est plutôt en sous-jeu que sur-jeu. Alors, le sous-jeu, souvent, de Phoenix devient souvent un peu du sur-jeu. Mais ça ne l'empêche pas de cabotiner. Mais je trouve qu'il tient plutôt bien le personnage. Il est assez taiseux. Et moi, je suis plutôt client du Phoenix taiseux que quand il commence à partir dans de la pantomime... Là, j'ai beaucoup de soucis. Hein. On va pas revenir sur le cas du Joker. Mais voilà, moi, je trouve que c'est un film qui se tient bien parce qu'il a choisi, malgré tout ce qu'on en dit, de fait, ok, c'est un film qui ne choisit pas parce qu'il raconte quasiment toute l'ascension de Napoléon. Il ne choisit pas de se focaliser sur un élément de l'histoire, comme d'autres points de vue qu'avaient pris d'autres cinéastes sur le personnage. Mais en fait, il prend ce point de vue qui est de raconter cette relation assez toxique, assez nauséabonde entre Napoléon et Joséphine de Beauharnais. Tu peux y voir d'une certaine manière la manière dont Napoléon traite Joséphine de Beauharnais, c'est de la même manière qu'il traite la France. On n'avait pas pu traiter dans le podcast du dernier duel de Ridley Scott que toi, Lucien, t'avais plutôt apprécié. Moi, c'est un film qui me posait beaucoup de problèmes, notamment dans justement cette manière d'assener un peu les choses tout du long. Je trouve que là, son propos, en fait, où il va questionner ses rapports hommes-femmes, je trouve qu'en fait, il le fait de manière moins biaisée que dans le dernier duel, qui pour moi, à un moment, était un peu trop scolaire dans sa narration. Donc voilà, je ne vais pas défendre plus le film qu'il en a besoin, mais dans les 20 dernières années de Ridley Scott, moi, je sauve beaucoup plus un Napoléon qu'un Gladiator, par exemple. Moi, je n'ai jamais compris la hype autour d'un film comme Gladiator, qui pour moi déjà effectivement était un renoncement. Là, je trouve c'est plutôt dans la continuité et d'une certaine manière, sa continuité thématique, en tout cas, le fait de toujours s'accrocher à un certain corpus ou une certaine vision qui, d'une certaine manière, sur ce personnage-là, dans ce film-là, me plaît. Juste pour remettre les choses au clair, c'est vrai que moi, je suis assez d'accord avec toi hein, sur le... Bon, il y a 4 grands films de Ridley Scott, ce sont ces 4 premiers. Il y a des choses que j'aime par la suite. Hein. J'ai de la sympathie pour Thelma et Louise. Même, voilà, malgré tous ses défauts, et Dieu sait qu'il en a, je trouve qu'il y a des vraies qualités à La Chute du Faucon Noir. Et c'est vrai que dernièrement, j'avais, par rapport à des choses vraiment très peu digestes qu'on avait pu voir depuis 15-20 ans, je trouvais que le dernier duel, même tout l'argent du monde et Cartel surnageait un petit peu par rapport au marasme qu'était devenue sa filmographie. Mais c'était
Enfin voilà, c'était plus pour sauver son œuvre récente et pour arrêter d'être considéré comme quelqu'un qui voyait plutôt Ridley Scott à la baisse pour mettre d'autant plus en valeur son frère. Là où pour moi, bon, je pense que Tony Scott est un marqueur plus important, en tout cas dans ma cinéphilie, que Ridley Scott. Je pense qu'on a affaire à une des plus grandes fratries de l'histoire du cinéma. Bah, merci Lucien. Bah, merci Manu. C'était très clair et tu donnes en effet plus envie de voir le film que on devrait remplacer la bande-annonce par cet extrait de podcast, je pense, parce que la bande-annonce elle fait fuir. Et en plus, Lucien, tout personnellement, le film dans son dernier carton t'est dédicacé tout Lulu. Je ne sais pas qui est le Lulu auquel s'adresse Ridley Scott. J'ose penser que c'est toi en fait. Je ne t'ai pas encore tout expliqué, ouais. Mais il est probable, dirais-je, que ce soit moi. Ouais. Bon, ben maintenant qu'on a parlé de ces deux films du programme, on va donc passer maintenant au conseil. Écoute, pourrieux, pour moi tu n'es qu'une merde de chien qui s'étale sur un trottoir. Et tu sais ce qu'on fait d'une merde de ce genre? On peut l'enlever soigneusement avec une pelle, on peut laisser la pluie et le vent la balayer, ou bien on peut l'écraser. Alors si tu veux un conseil d'ami, choisis bien l'endroit où on te chiera. Et donc dans cette dernière ligne de droite du podcast, nous allons vous faire part de nos tips, nos conseils, nos derniers coups de cœur cinéma, peut-être hors actualité. Donc Lucien, que vas-tu nous conseiller ce soir ? Eh bien, comme on est parti pour faire probablement, peut-être pas la plus courte, mais une de nos émissions les plus courtes, je vais essayer d'être concis pour rester dans le thème. Dans un podcast ramassé. Non, j'ai vu très peu de films dernièrement, mais j'ai rattrapé avec s'il était assez mal distribué, en tout cas dans mes contrées liégeoises, le Farang de Xavier Jans, que j'ai rattrapé en Blu-ray là, tout dernièrement. Pour faire un lien avec le premier film dont on parlait, j'ai vu une proposition de cinéma d'action assez radical, pur jus, comme j'en avais plus vu depuis un moment. Je sais que Manu défend parfois des films d'action français pour lesquels je peux avoir de la sympathie, mais je pense que aucun ne boxe dans la catégorie de celui-ci. Farang, c'est le nom que donnent les Thaïlandais aux étrangers qui viennent s'installer dans leur pays. On est sur un pitch qui n'aurait pas déplu à JCVD dans ses plus grandes heures, je pense. Ah oui, très clairement. Hein. Voilà, on est très proche de ce type de cinéma. C'est une sacrée proposition d'action hyper vénère que j'ai trouvé plastiquement très très réussie. Il y a un vrai travail sur la photographie. J'ai même vu des références au-delà de JCVD, des références justement, on en parlait plutôt à Tony Scott, dans une certaine approche, d'une certaine imagerie et de certaines échappées oniriques tenues entre deux scènes d'action assez vénères. Et je trouve aussi que son acteur principal, que je n'avais jamais vu, qui n'est pas le plus grand acteur du monde, mais assez crédible dans le rôle et assez juste, je veux dire, physiquement parlant. Donc voilà, si vous aimez ce genre de cinéma, moi j'ai quand même retrouvé sur la dernière partie du film une excitation liée à l'action comme j'en ai eu très peu dernièrement, qui plus est dans le cinéma français. Donc voilà, plutôt une belle surprise. De ton côté, Manu, est-ce que tu as quelque chose à nous proposer ? Moi, je serais beaucoup plus court que toi parce que moi, j'ai vu les 2h30 de Ridley Scott, donc j'ai un peu moins de temps que toi pour regarder des petites séries B comme ça le soir sur mon canapé. Donc, j'ai découvert là sur la grande plateforme qui ne paye pas ses impôts, mais la mise en ligne de la série animée de Bruce Timm des Batman. Qui est pour moi, à mon sens, la meilleure en fait adaptation ciné de Batman, tout simplement. On est absolument d'accord. C'est vraiment le canon tel qu'on le connaît, quoi. Et bon, on vous renverra justement à nos podcasts qu'on a fait thématiques après la sortie du dernier Batman au cinéma. On est revenu avec Dick Tomasowicz, auteur d'un passionnant ouvrage sur Batman, autour de la figure de Batman. Et donc, on a aussi parlé de la série de Bruce Timm. Donc voilà, on vous renverra à ça. Et voilà, donc je pense qu'on a fait plus ou moins le tour de notre programme de ce soir. Lucien, je ne sais pas si tu as d'autres choses à dire. Non, on a commencé avec un super film de genre français. On a terminé avec un bon film de genre français en clôturant totalement avec une excellente série qui a peut-être fait partie des étincelles qui ont nourri le feu de ma cinéphilie, parce que c'est une série que j'ai découvert
peut-être avant même mes 10 ans et qui m'a suivi depuis. Donc voilà, c'est une émission qui ne payait pas de mine, mais qui fait bien plaisir. Voilà, en attendant de nous retrouver plus nombreux derrière les micros avec Olivier, Julien pour une prochaine émission, puisque l'actu de décembre s'annonce plutôt chargé en tout cas de notre côté belge, puisqu'on aura droit aux sorties. Alors, on n'attend pas forcément le dernier film de Bradley Cooper, mais la figure qu'il traite, en revanche, nous intéresse beaucoup, Elmer Bernstein. On aura aussi le dernier John Woo, on aura le film de Juan Antonio Bayona. Donc, vous pouvez retrouver aussi une interview sur notre YouTube, et donc vous pouvez continuer à nous suivre, à liker nos contenus sur toutes les plateformes sur lesquelles nous sommes présents, Acast, Google Podcast, notre site, Podcast Addict, Les réseaux sociaux habituels. tous les réseaux sociaux, Instagram, Facebook, Twitter, Mastodon. Voilà, donc n'hésitez pas à nous suivre, commenter, dire ce que vous pensez de nos podcasts. On sera ravis de vous répondre, et à très bientôt. Ciao.